Alors on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à cette journée sur le thème donc, de la contention et de la relation de soins. Alors on va entamer cette journée avec une courte introduction, mes camarades et moi-même, avant d'accueillir notre première intervenante, Madame Blandine Poney. Alors nous aurons dans un premier temps Lou qui va nous parler des évolutions de la pratique de la contention en milieu médical. Ensuite, Amélie, qui nous parlera, elle, des libertés fondamentales et qui précisera en fait quelles sont les libertés fondamentales en jeu quand on parle de contention. Et enfin, Marion, qui nous ouvrira des perspectives un peu plus philosophiques en nous parlant du corps et de la corporéité. Alors avant cela, donc, si vous me permettez, je vais revenir un peu sur le pourquoi de cette journée. Quand on a réfléchi ensemble sur le thème, il nous a paru intéressant donc, de mêler ces deux notions de contention et de relation de soins, parce qu'a priori, quand on envisage ces deux notions, elles semblent appartenir à deux mondes complètement différents. En fait, on a des images quand on pense à la contention, par exemple aux images de vol au-dessus d'un nid de coucou, voilà, donc cette violence qui, a priori, n'est pas a priori conciliable avec ce qu'on pense quand on pense à une relation de soins, une relation de confiance, etc. Donc, pour comprendre en fait l'ambiguïté du mélange de ces deux notions, il faudrait revenir à l'étymologie, parce qu'il y a deux notions qui pourraient être à l'origine de la contention. Donc, premièrement, la notion contenere, donc qui voudrait dire maintenir ensemble, et contentio, qui au contraire voudrait dire qui traduirait cette idée de lutte. Donc, c'est vraiment ce qui nous a paru intéressant aujourd'hui, et on s'est dit que parler de la contention, c'était aussi important parce que c'était un sujet un peu tabou. Alors tabou pour plusieurs raisons, parce que premièrement, il y a cette idée justement de contrainte, de violence. Alors on pense tout de suite à la violence des patients, mais il y a également la violence des soignants qui peuvent pratiquer la contention. Donc dans une étude en fait menée en Occitanie en 2016 et 2017, avec deux volets qualitatifs qui parlaient du vécu, donc d'un côté des patients et de l'autre côté des soignants, on retrouve les mots comme impuissance, abandon, violence, humiliation de la part des patients. Mais se focaliser sur cette violence vécue par le patient, ce serait oublier l'autre côté de la relation, donc la violence et le choc que ça peut être pour un soignant. Et donc dans cette même étude, on a des soignants qui nous parlent cette fois d'obligation, de culpabilité, d'échec dans la relation de soins, de besoin de débrief. Donc c'est vraiment quelque chose qui marque en fait. Et dans une interview accordée à la Dépêche en janvier 2019, donc c'est très actuel, hein, le docteur Carré de l'hôpital Marchand, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, nous disait qu'on n'oublie pas en fait ce souvenir du regard du premier patient que l'on voit attaché en fait. Donc cette question de violence participe au tabou, surtout qu'on a ensuite des rapports qui ont été émis par des autorités qui sont liées un peu à cette idée de violence. Donc par exemple celui du Conseil européen pour la prévention de la torture, qui en 2012 tirait la sonnette d'alarme à la France en disant qu'il fallait absolument qu'on se dote de protocoles et de registres pour effectuer un contrôle effectif pour ces pratiques. Amélie nous en reparlera. On a également un rapport en 2016 du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui, pareil, parlait de traitements inhumains et dégradants. Donc là encore, c'est vraiment cette idée de quelque chose qui renvoie à une idée de violence. Et puis c'est également tabou parce que, comme je vous le disais, l'encadrement législatif est très récent. Donc on aura également l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Il date de 2016. Et avant, donc, faute de preuves, en fait, il n'y avait pas d'études pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Donc, c'est vraiment récent et c'est ce qui nous a intéressés aujourd'hui. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Lou, qui va nous parler plus précisément de cette contention en milieu médical. Bonjour, du coup je me présente, je m'appelle Lou Delcross, je suis actuellement en Master 1 d'éthique du soin et recherche et en parallèle je suis en activité en tant qu'infirmière en surveillance continue de traumatologie au CHU de Toulouse. Alors pour vous parler de l'histoire de la contention, je vais commencer par une brève définition. Donc en médecine, la contention c'est tout ce qui permet d'immobiliser totalement ou partiellement le corps à l'aide de dispositifs médicaux. Donc la contention, elle est utilisée pour maîtriser des phases aiguës d'agitation ou de comportements violents d'un ou plusieurs patients. De nos jours, on distingue trois types de contention. Donc la contention chimique, par l'intermédiaire de médicaments, la contention physique, donc d'un corps à un autre, et la contention mécanique, par du matériel d'immobilisation.
Pour vous parler de la contention, en fait, il nous paraissait important d'établir un lien très très fort entre la contention, l'isolement et l'enfermement. Des notions que nous n'aborderons pas plus que ça aujourd'hui, puisque le thème reste la contention, mais tout l'aspect légal, philosophique est très intimement lié à l'isolement et à l'enfermement. Alors, les premiers témoignages, bien qu'on en ait quand même très peu, remontent à l'Antiquité. Donc la contention, sous une certaine forme, s'appliquait avec une vision thérapeutique. Donc on va, sans parler forcément de vision thérapeutique, du moins on va parler de démarche empirique dans le but d'extraire le mal de la personne qui était soignée. Donc le fou était perçu comme une erreur qu'il fallait à l'époque corriger. La première évolution marquante se passe au Moyen-Âge. Donc la vision de la contention évolue de manière significative. Elle est utilisée dans des mesures de protection, c'est-à-dire que l'aliéné est un individu qui représente une menace pour la société. La personne ayant des comportements déviants devient alors dangereux, donc pour lui-même et pour les autres. On leur assigne une place très spécifique par l'enfermement et l'isolement, une place qui leur est attribuée et qui les exclut quasiment totalement de la société dans laquelle ils sont. Le véritable changement s'opère à la Révolution française. Les pratiques évoluent en fait pour devenir des réels soins thérapeutiques psychiatriques en vue de soigner non pas des fous, mais alors des malades et des patients. On ne peut pas parler de cette période sans aborder Pinel et Esquirol, qui ont fortement contribué à cette avancée majeure dans les pratiques en psychiatrie. Depuis, il y a eu de nombreuses évolutions majeures, donc avec des changements s'opérant dans les institutions. J'aborde la loi du 30 juin 1838 et des évolutions aussi qui arrivent un petit peu plus tardivement au XXe siècle, avec l'utilisation de nouvelles thérapeutiques, avec des thérapeutiques de sédation. Depuis une vingtaine d'années, en fait, on observe une véritable recrudescence de ces pratiques, donc qui ne touchent plus que le secteur psychiatrique, ce qui nous paraissait important de mentionner, mais la contention s'utilise dans tout type de service, sur tout type de patient. La problématique persistante aujourd'hui, c'est que nous avons ce qu'on appelle une véritable culture de service. J'entends par là qu'en fait, il est difficile pour nous de trouver un vrai consensus au niveau des équipes soignantes, malgré les différentes recommandations des institutions de santé, comme la Haute Autorité de Santé et d'autres qui attestent de certaines règles concernant la contention. La notion de norme est très très variable d'un service à un autre. Forcément, on met le doigt et on pointe du doigt l'atteinte aux droits fondamentaux, dont Amélie vous parlera juste après. Pour y répondre aujourd'hui à ces problématiques, il y a des stratégies de diminution qui sont proposées. Je vous citerai deux exemples qui seront certainement développés tout au long de la journée, mais on forme de plus en plus et on sensibilise de plus en plus les professionnels et les étudiants dans la formation. Et on recherche de plus en plus le consentement du patient, que l'on estime être aujourd'hui acteur de sa prise en charge. Néanmoins, ces stratégies sont encore trop peu développées, à notre sens, et méconnues des professionnels et des établissements de santé. Il nous a semblé nécessaire pour comprendre toutes ces problématiques d'aller sur le terrain, au contact des professionnels de santé, pour faire un point sur ces pratiques et en comprendre les enjeux éthiques dans la relation de soins. Nous avons pour cela effectué une très petite enquête, à petite échelle, par l'intermédiaire d'un questionnaire d'environ 15 questions que nous avons posées à 5 soignants de 5 services différents. Donc il y avait de la psychiatrie, de la gériatrie, des secteurs de soins traditionnels qui faisaient un petit peu de soins palliatifs, des secteurs de chirurgie et de soins intensifs. Je ne vais pas m'attarder sur les questionnaires, mais je tenais à vous donner quelques chiffres qui étaient quand même pour nous assez représentatifs. Les soignants nous ont très honnêtement donné leur avis sur la contention. Donc 40% d'entre eux étaient très très mitigés, ni pour ni contre. 20% étaient absolument contre le principe de la contention. Et 40% voyaient quand même la contention comme une nécessité absolue dans le soin. Au niveau de leur connaissance, la totalité des soignants que nous avons interrogés avaient bien conscience que seul le médecin était responsable et prescripteur de la pose de la contention, quelle qu'elle soit.
En revanche, donc 80% contre 20%, estimaient manquer cruellement de connaissances sur le sujet, que ce soit au niveau du cadre légal, des alternatives proposées ou du cadre protocolaire. Nous leur avons posé des questions sur leur vécu. 100% des soignants interrogés verbalisent qu'ils vivent extrêmement mal la pratique et qu'ils la vivent d'autant plus mal selon la population touchée. Certains soignants vont être beaucoup plus touchés par la population jeune contentionnée et d'autres par la population vieillissante. Au niveau du vécu des patients, nous avons 80% des soignants qui attestent n'avoir aucun retour des patients sur les épisodes de contention. Quand un patient présente un trouble confusionnel ponctuel, une fois que la crise, la phase aiguë est passée, 80% des soignants nous expriment qu'il y a une forme d'amnésie partielle ou totale des faits à cet instant-là. En revanche, une infirmière interrogée en psychiatrie avait un retour d'un ou plusieurs patients qui attestaient que c'était un sentiment d'une extrême violence, d'une cruauté, d'une perte de liberté absolue. Au niveau des familles, puisque je pense que c'est aussi important d'en parler que pour les patients, on aborde les patients, les soignants, mais il y a aussi les aidants naturels qui sont très présents dans le milieu de soins. La totalité des soignants interrogés reconnaissait en fait la facilité des familles à accepter la contention instaurée par le corps médical, juste par l'intermédiaire d'un entretien informel. Nous avons aussi posé la question sur les résultats qui étaient obtenus sur la contention. 80% des soignants observent que le patient, une fois la contention posée, est en sécurité. Il ne se met pas en danger, il ne met personne d'autre en danger. En revanche, 20% encore dans les secteurs de psychiatrie, voire de réanimation, de soins intensifs, ont été témoins de cas de patients qui ont subi des dommages extrêmement graves, qui ont même été jusqu'au décès du patient à cause de la contention. Pour les soignants, ça nous paraissait intéressant de le mentionner. Nous n'avons que 20% qui nous l'ont mentionné, mais ils reconnaissaient que ce type de pratique était efficace sur les patients. Mais ils ont eu l'honnêteté aussi de dire que l'objectif était aussi le confort du soignant. Faute de moyens, faute de temps, faute de personnel, faute de connaissances, 20% ont reconnu quand même que c'était plus facile d'attacher un patient pour lui faire les soins quand on était en manque d'effectifs. Voilà, j'ai terminé ma présentation, je vous remercie et je laisse la parole à Amélie qui va vous parler du régime actuel de la contention et des droits fondamentaux en France. Bonjour, donc je m'appelle Amélie, je suis étudiante en Master 1 éthique recherche et j'ai fait une licence en droit, d'où ma partie sur le droit évidemment. Donc je tenais à faire quelques précisions avant de commencer à vous parler réellement du régime actuel de la contention. Déjà juridiquement, Manon l'a dit, on a beaucoup entendu avant 2016 des rapports qui amenaient beaucoup de dangerosité. Finalement, on avait un rapport à la contention qui était une solution à un patient dangereux. Ça a amené quelque chose de très négatif, un tabou, elle l'a dit, une image négative, une image dangereuse. Au final, je vais un petit peu revenir là-dessus, et la loi de 2016 a sans doute permis une évolution au moins de l'image de la contention, au moins dans le domaine juridique surtout. Donc aujourd'hui, on est sur quelque chose de très différent. Quelques précisions, Lou en a parlé rapidement. Juridiquement, on va lier contention et isolement. Ils sont sous le même régime juridique puisque les deux sont des mesures quelque part coercitives et ont tous deux, alors principalement évidemment une visée thérapeutique dans le concept même de contention, l'origine est thérapeutique, sécuritaire aussi parfois pour le patient, pour autrui et malheureusement, et c'est ce sur quoi Lou a fini, ça peut être aussi une contention qui est en pratique punitive. Les deux, donc, contention et isolement, sont exactement sous le même régime juridique, donc je vais forcément parler des deux. Pour autant, la contention reste effectivement le seul thème que nous aborderons aujourd'hui. L'encadrement juridique moderne de la contention, il est très récent, il date de 2016, donc ça fait 3 ans qu'il est en place. Il débute avec l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016. Il faut savoir que la partie qui régit la contention ne concerne quasiment que les établissements psychiatriques. L'article dont je vais vous parler un petit peu plus tard se situe dans un titre qui s'appelle « Établissement de santé chargé d'assurer les soins psychiatriques sans consentement ». Donc le législateur a fait le choix d'isoler la contention, sans mauvais jeu de mots, d'isoler la contention juridiquement uniquement à la psychiatrie.
il faut bien comprendre qu'on parle de contention de manière générale. On ne s'arrêtera pas à la psychiatrie. On en voit dans tous les services. Lou en parlait en gériatrie, en pédiatrie. Donc l'encadrement vaut sans doute, mais malheureusement c'est un petit peu laissé à l'appréciation souveraine de chacun, vaut sans doute pour tous les domaines. Donc jusqu'à présent, avant la loi de 2016, l'encadrement juridique de la contention, il était laissé à la libre appréciation des structures qui étaient susceptibles de la pratiquer finalement, avec peu de contrôle et les mesures juridiques que la loi de 2016 a prises. Je vais vous les résumer brièvement puisque nous avons Maître Maillet qui va intervenir en début d'après-midi et qui est spécialiste de la question. Donc je ne m'étendrai pas trop dessus. Je vais quand même vous en parler rapidement. Et selon cet article, donc l'article 3222-1-5 du Code de santé publique, pour cet article, la contention doit rester une pratique de dernier recours. Elle ne doit intervenir que pour prévenir un dommage immédiat pour le patient ou pour autrui. Elle ne peut intervenir évidemment que sur décision d'un psychiatre pour une durée limitée. Sa mise en œuvre doit être contrôlée une fois que la contention a été établie par un spécialiste. Et il y a une obligation administrative pour tous les établissements psychiatriques pratiquant la contention de tenir un registre qui pourra être contrôlé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Donc on a finalement un contrôle assez diffus des établissements qui sont obligés de tenir un registre, mais c'est un manquement qui a été longuement constaté par ce même contrôleur. Le juge des libertés et de la détention, qui est un juge du secteur judiciaire, du domaine privé, peut être saisi pour toute décision médicale qui intervient dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement. Donc on a tout de même une figure juridique qui est en mesure d'intervenir sur demande d'un patient, de la famille, voire même parfois, même si c'est très rare, d'un soignant. Finalement, la théorie, le droit en lui-même et la loi de 2016, on le constate, vise à une préservation, à un encadrement de la contention pour aboutir à une contention qui soit purement thérapeutique. Avant cette loi, de nombreux rapports ont été mis en avant et la loi a voulu pallier à cette espèce de dangerosité de la méthode. Donc théoriquement, on a quand même un système de protection qui essaye d'être efficace. Cependant, en pratique, il y a très peu de contrôle, très peu de personnes en mesure de contrôler aussi. Et ce contrôleur général des lieux de privation de liberté n'est en mesure d'établir un rapport que tous les 1 ou 2 ans, ce qui finalement est assez peu quand on connaît le nombre d'établissements psychiatriques en France et quand on constate surtout avec ces rapports le nombre de contentions mal encadrées qui existent. Évidemment, ce mauvais encadrement implique des droits et libertés fondamentaux. Ces droits et libertés fondamentaux, il y en a 4 principaux qui peuvent intervenir sur la question de la contention. C'est de cela dont je vous parlerai. Évidemment, ce ne sont pas les seuls. La liste n'est pas exhaustive. Pour autant, je me contenterai de cela puisqu'il me semble que c'est les 4 plus importants. En premier lieu, et celui qui nous vient le moins souvent à l'esprit, c'est le droit à l'information du patient. C'est l'article L3211-3 du Code de santé publique qui prévoit que tout patient hospitalisé doit être tenu au courant de son statut juridique, de ses droits. Finalement, ces droits doivent lui être lus de manière compréhensible et il doit être au courant à chaque changement de situation de ce que cela implique pour lui juridiquement. La pratique de la contention, malheureusement, elle implique bien souvent une forme d'abandon, avec beaucoup de guillemets et sans l'aspect négatif, bien sûr, mais une forme d'abandon de la lecture des droits, si on veut, du patient, puisqu'il est souvent face à lui-même et souvent contentionné par manque de personnel, donc non surveillé. Ces droits donc lui sont rarement rappelés clairement, et c'est un des droits sur lequel le contrôleur général des lieux de privation de liberté a fait le plus de rappels. Ensuite, on va aborder le droit au respect de la vie privée, qui lui est établi par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. On peut y trouver 2 aspects particulièrement intéressants pour la contention. La liberté de communication, qui paraît effectivement particulièrement réduite, puisque le patient étant contentionné et isolé, sa possibilité de communiquer, que ce soit avec des soignants, avec des patients, d'autres patients avec qui il pourrait avoir des rapports, ou même avec l'extérieur, est extrêmement limitée. Et ensuite, on a un aspect qui est assez récent, qui a été abordé particulièrement par les institutions européennes. C'est l'aspect de la sexualité des patients contentionnés sur la longue durée, puisqu'effectivement, l'Union européenne a souvent rappelé que la sexualité pour les patients de tout type et dans tous les services, quand c'est de la longue durée, doit pouvoir être mise en place. Il ne doit pas y avoir d'obstruction. Alors,
il paraît évident qu'ils n'encouragent pas forcément, les soignants ne doivent pas forcément encourager, ni mettre en place des structures particulières pour permettre aux patients d'avoir une sexualité. Mais pour autant, c'est un droit fondamental qui a été longtemps oublié dans le domaine médical. Et l'Union européenne s'est beaucoup chargée de le rappeler pour que ce droit-là ne soit plus bafoué. En effet, ça va évidemment avec le droit à une vie privée qui est fondamental. Et sans sexualité, finalement, le patient est réduit à sa condition de malade sans possibilité de vivre pleinement une vie adulte, consentie, dans les limites, évidemment, de ce que lui impose sa maladie. Ensuite, et c'est un droit qui est très controversé en matière de contention, on a le droit à la dignité humaine, qui lui aussi fait l'objet d'énormément de rappels, puisqu'il a été, pour le droit interne français, établi dans les années 90 par un tribunal administratif avec un arrêt très connu quand on a fait un petit peu de droit, ou même quand on n'en a pas fait, il est assez lisible, c'est un arrêt Morsan-sur-Orge, que vous pourrez trouver très facilement, dont le texte est assez intéressant, qui change un petit peu des arrêts classiques qu'on a l'habitude de lire. Et c'est grâce à cette décision qu'on a réellement vu une apparition du droit à la dignité en France. Et donc, ce droit à la dignité a forcément été plus tard transposé dans le domaine médical, dans le droit des patients, et le port permanent du pyjama, la contention à long terme sans explication, l'absence de soignants réduit le patient de sa condition humaine à simplement une condition de personne attachée, où l'humanité disparaît un petit peu. À savoir évidemment, et c'est une précision qui me paraît très importante, j'ai eu l'occasion d'en discuter rapidement avec M. Marmet, qui y reviendra un petit peu plus tard, il faut savoir que la loi en elle-même n'est pas une atteinte à la dignité. La contention, le concept de contention ne se veut pas atteinte à la dignité humaine, loin de là. C'est la pratique qui crée cette atteinte finalement. Mais il faut bien faire la distinction entre ce que veut le juridique et ce qui se passe en pratique. Ça vaut pour quasiment tous les droits fondamentaux, évidemment, et pour la majorité des lois, c'est un problème qui ne s'arrête pas à la contention. Pour autant, il me paraissait très intéressant de le rappeler, puisqu'on a tendance à diaboliser beaucoup les procédures, les méthodes et la partie juridique, quand au final, si on le lit bien, on comprend que le concept en lui-même ne se veut pas punitif. Et enfin, on a le droit fondamental le plus évident, qui est le droit d'aller et venir. Ça, je ne m'étendrai pas énormément dessus, puisque monsieur Maillet nous en parlera cet après-midi. Mais finalement, ça semble antinomique de parler de contention et de droit d'aller et venir. Il nous paraît inconcevable que les deux soient conciliables, et pour autant, il reste possible de concilier les deux et de conserver quand même une possibilité pour le droit d'aller et venir pour le patient. Donc je finirai simplement, à mon sens, en rappelant que le véritable enjeu juridique de la contention, c'est pas tellement l'atteinte aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales en elles-mêmes. Les deux sont antinomiques et il y aura nécessairement des atteintes. Il faut le comprendre et pouvoir avancer avec ça. Par contre, là où il faut réellement se pencher, c'est sur la proportionnalité et la nécessité des atteintes aux droits fondamentaux. Souvent, ces atteintes-là réduisent le patient à sa condition de malade. Pourtant, on peut porter atteinte à certaines libertés pour des bonnes raisons, dans une visée thérapeutique et pour le bien du patient. Donc l'enjeu juridique est vraiment là. Essayer de trouver une balance entre la sécurité publique, évidemment, la sécurité du patient, médical et pour lui-même, et les atteintes aux droits et libertés fondamentaux. Merci. Je vais passer la parole à Marion qui va vous ouvrir quelques perspectives philosophiques sur la corporéité. Merci. Alors, donc, je m'appelle Marion et j'ai fait une licence de philosophie avant de faire ce master éthique du soin et recherche. Et donc, comme dit un peu plus tôt, le concept de dignité nous renvoie toujours au corps et à ses problématiques. Alors, en philosophie, on parle beaucoup de corporéité. Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout ce qui constitue le corps. C'est le rapport du corps comme un tout de l'homme et comme l'informant de sa subjectivité humaine ainsi que de ses comportements. En phénoménologie particulièrement, c'est le fait pour l'homme d'être dans le monde, d'être regardé par autrui comme une personne et donc d'être humain. C'est ce qu'on peut appeler la présence à soi du corps, la première manière de se reconnaître comme une personne, donc comme une affectivité vécue. La phénoménologie a pour projet de réunir le corps et l'esprit qui a longtemps été séparés dans la tradition philosophique classique et de le fixer dans la limite du soi corporel. À partir du corps se déploie un monde, un espace et un temps. Et donc le corps, on le voit ici, n'est pas un ancrage dans le monde, mais plutôt l'origine de tous les points de vue
Et donc c'est aussi l'expression, le corps est aussi l'expression, le signe concret des relations qui se font à l'intérieur de l'individu biologique, à l'intérieur de ce système biologique. La corporéité nous dévoile et manifeste le caractère latent qui accorde le sujet humain au monde. Et le corps est donc comme un nœud de relations motrices et perceptives qui profile une activité signifiante. Donc partant d'ici, la contention nous empêche d'avoir cette activité signifiante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous empêche de nous percevoir comme une personne, de créer monde, de s'y déplacer et donc d'être humain. Le corps humain est capable de donner sens aux structures pour pouvoir ensuite lui donner du sens. Et nous ne sommes, donc en soi, nous ne sommes que corps et à la fois nous ne sommes jamais qu'un corps. C'est de ce point de vue-là que l'on peut aborder le problème de la culpabilité chez les soignants, dont parlait Lou un peu plus tôt. Étant connaissant de cette prise de sens à travers notre propre corps, contentionner reviendrait presque à retirer cette humanité au patient, donc à retirer notre propre humanité aussi par la même occasion. Quand on parle de corps, on parle de la forme de l'individu biologique, de ce qui structure son système. Et ce système, il se réorganise en permanence. Il est tout le temps soumis à l'altération et donc il se reconstitue en permanence. Donc comment fait-on pour voir cette structure formelle ? Elle s'exprime en fait à la jointure de notre corps. C'est dans cet espace-là que je peux percevoir ce qui est extérieur à moi et ce qui est intérieur à moi. Donc la contention étant cette limite que nous avons de notre corps à des endroits que je ne ressens pas puisqu'elle n'est pas mon corps. Et donc ce corps qui est touchant et percevant est alors altéré lorsqu'on lui donne une continuité qui n'est pas la sienne et qu'il n'a pas choisie. Nous faisons constamment l'expérience des limites de notre structure. Par exemple, un exemple tout simple que Merleau-Ponty utilise souvent, c'est la main. Quand on touche un objet, on sent l'objet, mais on sent aussi notre corps qui touche l'objet. C'est cette idée-là de jointure, de limite. Donc nous faisons constamment l'expérience de nos limites, de notre structure, et cela nous permet de nous repérer, car c'est la première étape dans la reconnaissance de soi. C'est là que se joue la clé de la connaissance humaine. Donc ce corps si décrit est complètement différent de celui décrit par Descartes. Il n'est pas le simple réceptacle de ma réflexion, de mon esprit, car si c'était le cas, la contention ne serait qu'une épreuve d'acceptation de l'esprit en soi. Or, il est clair que même les esprits dits sains ont du mal à se défaire du malaise d'être contentionnés par la simple action de la raison. Et on peut aussi ajouter qu'à l'inverse, une raison troublée, souvent par des troubles dissociatifs, ne pourrait pas se voir apaisée par une action sur le corps. Il y a On utilise en psychiatrie ce qu'on appelle le packing, qui est en fait une manière d'entourer le corps des patients pour qu'ils puissent s'y retrouver. Et ça permet au patient de se retrouver lui-même par l'action de se toucher soi-même. En fait, les esprits troublés peuvent se refaire un, en fait, redevenir un. Et donc, on en reparlera à l'occasion, mais vous aurez compris que dans l'étude du corps, comme on peut la retrouver en phénoménologie particulièrement, on en revient toujours au point de vue du sujet lui-même. Et c'est ce qui, il me semble, nous a intéressés dans ce sujet et ce pourquoi nous retrouverons la question du corps tout au long de la journée. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini notre courte introduction, je vais juste rappeler le programme une seconde et puis ensuite on accueillera Blandine Poney, notre première intervenante.
Donc, je vous rappelle que, alors, on va avoir pour certaines interventions, donc qui dureront entre 30 et 35 minutes, une personne qui va se charger de faire un répondant, et on aura ensuite une dizaine de minutes pour des questions avec la salle, parce que c'est quand même une journée d'études où on est là pour s'exprimer, réfléchir ensemble. Donc, nous aurons donc Blandine Poney qui est donc infirmière en psychiatrie et auteure de livres témoignages, qui nous parlera du soin à l'épreuve de la contrainte. Vers 11h et 11h15, on fera une petite pause histoire de digérer un peu les informations. On reprendra à 11h30 avec monsieur Pierre-Yves Gaille, qui est cadre formateur au pôle général d'enseignement et de formation au métier de la santé, donc à Toulouse, qui interviendra sur comment aborder la contention dans la formation en santé, et Lou se chargera du répondant. À 12h30, nous ferons la pause déjeuner, donc un buffet attend les intervenants plus haut, j'en reparlerai. Nous reprendrons à 14h avec maître Raphaël Maillet qui viendra nous parler de l'aspect juridique et contentieux de la convention, puisqu'il est avocat au barreau de Versailles et spécialisé entre autres en droit de la santé. Il s'occupe donc depuis 2000 des personnes atteintes de maladies mentales et qui sont victimes d'hospitalisation sous contrainte. Je me chargerai du répondant pour notre avocat. Nous aurons ensuite à 14h45 le docteur Thierry Marmet qui nous parlera de vieillir sans retenue. Donc, il est gériatre, professeur associé en médecine palliative, spécialiste des questions de fin de vie et créateur du premier service de soins palliatifs à Toulouse. Nous ferons une seconde pause vers 15h15 encore, et pour reprendre avec notre dernière intervention de la journée, qui sera assurée par le docteur Florent Amadei, donc, qui nous parlera de contenir et soigner, puisqu'il est psychiatre. Et là, c'est Marion qui se chargera du répondant. Voilà, donc la journée devrait se terminer à peu près dans ces eaux-là. On fera une légère conclusion à la fin. Voilà, on vous souhaite une bonne journée.